Eh bien, je vais en parler en deux parties. D'une part, vous raconter la réanimation pédiatrique telle que j'en fais l'histoire, et puis de la conception à la naissance, et puis je vous dirai deux mots de cet homme extraordinaire qui était Gilbert Riot, qui, comme vous le savez, a fondé la réanimation pédiatrique en France. Et puis nous aurons un temps d'échange par la suite. Je vous ai distribué une invitation à venir le 10 mars prochain à Bicêtre, où un hommage solennel sera rendu à Gilbert Riot, d'une part par les sociétés savantes, et puis d'autre part par ses élèves, des parents d'enfants qui ont été réanimés, qui ont vécu ou n'ont pas vécu malheureusement, ses collaborateurs, ses collaboratrices, infirmières ou médecins. Et puis vous verrez que l'on a deux conférences plénières qui sont assez symboliques. L'une sera donnée par Didier Houssin. Didier Houssin, qui, vous savez, est le président de l'agence d'évaluation. Didier Houssin, avec qui on a ouvert le programme de transplantation hépatique à Bicêtre. Et comme c'est un évaluateur, je lui ai demandé une conférence assez originale, évaluer Gilbert Riot, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun papier dans PubMed. Et voilà, comment évaluer quelqu'un qui n'a aucun papier, alors que maintenant la course est à la bibliographie et à la bibliométrie, comme vous le savez, et au SIGAPS, et au facteur H. Et la deuxième conférence sera donnée par André Comte-Sponville, que vous connaissez tous, qui est un philosophe qui a pignon sur rue actuellement. Alors l'histoire d'avec André Comte-Sponville est assez rigolote. Quand Madame Rosemary Van Lerberg prend la direction de l'assistance publique, il y a une dizaine d'années de ça, elle essaye de faire une grande réforme de l'assistance publique, et pour ça elle invite au Palais des Congrès Porte-Maillot tous les gens de l'assistance publique à travailler et à faire du brainstorming. Et on est 5000. Et on fait du brainstorming, et moi je fais partie d'un groupe de travail qui réfléchit sur les relations entre les médecins et les directions fonctionnelles de l'assistance publique. Et puis à la fin, il y a Comte-Sponville qui avait observé toute la journée, qui devait faire une conférence plénière sur son impression de cette journée. Alors tout le monde attend, il y a 5000 personnes dans la salle, tout le monde attend la conférence de Comte-Sponville. Comte-Sponville monte sur le podium, toujours habillé pareil, chemise blanche, col ouvert, voilà. Et il commence en disant: avant de vous donner mes impressions sur cette journée, je voulais rendre hommage au professeur de Victor. Alors, moi, je suis dans la salle, je suis complètement étonné, parce que j'ai lu Comte-Sponville, bien sûr, mais je ne connaissais pas ce type-là. Il y a 10 000 yeux qui se tournent vers moi et qui me regardent. Je suis un peu au fond de mon siège. Et je rentre dans le service, et je dis au secrétaire immédiatement: tapez Comte-Sponville, tapez Comte-Sponville. Et effectivement, Comte-Sponville avait eu malheureusement une enfant qui était passée dans le service, dont je m'étais occupé, j'ai fait ressortir le dossier, dont je m'étais occupé, et ça a été l'occasion de connaître ce grand monsieur que vous connaissez sans doute, hein, le petit traité des grandes vertus a fait sa célébrité, notamment. Puis il y a récemment un autre livre qui s'appelle Le goût de vivre, que je vous invite à lire. Et Comte-Sponville, donc très gentiment, a dit: mais il n'y a aucun problème, je te ferai une conférence. Et cette conférence s'appelle Philosophie et médecine. Donc il a vraiment un champ large, parce que comment peut-on être médecin, voire réanimateur, sans être philosophe? L'inverse n'étant pas vrai. Donc première partie, avant de parler de Gilbert Riot, de la conception à la naissance de la réanimation pédiatrique. Alors,
tout commence, évidemment, comme tout acte de naissance, par des prémices, et ces prémices ont lieu dans les années 50. Dans cet hôpital, vous avez ici l'hôpital de Belgamme, dans les années 50, en Suède, et il s'agit dans cet hôpital du service du docteur Henri Lassen. À ce moment, en 1950, et vous allez le voir, et surtout en 1952, il y a un drame qui se joue en Europe. Il y a un drame qui se joue en Asie. La Chine envahit le Tibet. Il y a un drame qui se joue en Europe, c'est l'épidémie de poliomyélite qui commence par le nord de l'Europe et qui va envahir l'Europe. Et il y a une grande joie en 1950 qui se passe dans le monde. Le 11 septembre, c'est ma naissance. Je vous signale qu'en 1950, c'est là aussi où les Français ont vaincu le premier 8000, l'Annapurna, avec Maurice Herzog, Lachenal et Terré et Rébuffat. Alors, qu'est-ce qui se passe à Belgamme? Eh bien, regardez, ça fait frémir. Voilà. Le nombre d'admissions de poliomyélite dans cet hôpital, jour après jour. Et c'était absolument effrayant, puisque vous voyez que, par exemple, le 8 octobre, ce n'est pas l'épidémie de bronchiolite, hein. Vous voyez, c'est 1500 patients qui entrent à l'hôpital pour poliomyélite. Et parmi eux, il y a 650 malades paralysés, avec des paralysies respiratoires. Et ces paralysies respiratoires emportent les patients, quels qu'ils soient, adultes, enfants, femmes enceintes, sujets âgés, à 85%. Mortalité 85%. Et jour après jour, l'épidémie s'aggrave. Et les médecins ne savent plus quoi faire. Car à cette époque-là, on ne ventile pas. À cette époque-là, dans le service de M. Lassen, il y avait quoi? Il y avait un seul poumon d'acier, le poumon d'acier, nom terrible, acier, apparaît en 1930, et il y avait 6 cuirasses. Alors vous voyez le poumon d'acier, comment il fonctionne, hein? Un énorme soufflet, ici un tout petit moteur qui fait fonctionner le soufflet, et ce soufflet, à l'inspiration ici, crée une dépression négative à l'intérieur du poumon d'acier, et évidemment le thorax crée l'inspiration. Et il y avait uniquement 6 cuirasses. Un poumon d'acier, 6 cuirasses, pour, vous voyez, 300 malades qui arrivaient quotidiennement. Et vous pouvez imaginer déjà dans quel état étaient les collègues, puisqu'ils devaient choisir lequel utiliserait pour quelques heures le poumon d'acier pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà un malade sous poumon d'acier. Vous voyez qu'il avait pour ne pas perdre complètement contact avec la réalité, il avait un miroir ici sur lequel on pouvait d'ailleurs accrocher un journal. Et il fallait évidemment faire complètement le vide à l'intérieur de ce poumon, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et donc, d'où la collerette
possédait le malade, et ces verrous ici qui permettaient de rendre complètement étanche le poumon d'acier. Et on pouvait faire les soins de propreté, comme les soins médicaux, à travers ici des gants qui étaient également étanches. Et voilà une photo de cette épidémie de bronchiolite, je suis désolé, cette épidémie de poliomyélite. Alors ici, on est aux États-Unis, parce que l'épidémie a frappé les États-Unis également dans ces années-là. Donc ça ne pouvait pas durer. La Seine se demande comment on peut travailler autrement. Et c'est un anesthésiste, George Ibsen, qui avait fait une partie de son cursus aux États-Unis, qui est tout jeune à l'époque, et qui va avoir une révélation. Je suis très sensible, vous savez, aux virages brutaux de notre métier. Il y a une maturation qui est lente. D'aucuns l'appellent les transformations silencieuses, dont on ne prend pas conscience, et puis brutalement, hop, il y a un basculement qui vient, dont on prend conscience. Eh bien, Ibsen et ce basculement. Voilà, il y a une maturation lente de la pensée, et puis brutalement, il y a la révélation. Et cette révélation, elle a lieu le 26 août 1952. Vous voyez Ibsen, et ce jour-là, il y a une jeune fille de 12 ans qui arrive dans le service, et ils essayent de la trachéotomiser. Il n'y a pas d'anesthésie à l'époque, hein. C'est l'éther. Ou l'anesthésie locale, voilà. La jeune fille se débat, et Ibsen a l'idée de l'intuber et de la ventiler. Chose qu'il a apprise aux États-Unis. Après curarisation, parce qu'elle se débattait. Et les collègues d'Ibsen s'en vont de la salle d'opération en disant « elle est foutue ». Et quelle n'est pas leur surprise, 10 minutes plus tard, quand ils pénètrent dans la salle d'opération, de voir Ibsen tranquillement ventiler la jeune fille et la voir complètement désobstruée, parce qu'à l'époque, on mourait d'insuffisance respiratoire, mais surtout d'encombrement. Et on pensait que c'était le virus qui était responsable de cet encombrement par atteinte des poumons et atteinte des muscles respiratoires. Et Ibsen avait d'ailleurs autopsié 4 personnes pour se rendre compte que non, le virus n'était pas dans le poumon, c'était uniquement des sécrétions qui étaient là. Et il suffisait d'aspirer, très simplement, ces sécrétions pour que les patients puissent survivre. D'où l'idée, il intube cette jeune fille, il aspire les sécrétions. La jeune fille va bien, et pour quasiment la première fois, vous voyez ici une ventilation en pression positive. Avant, c'était le poumon d'acier. Vous voyez ? Et alors bien sûr, on avait utilisé la pression positive lors des grosses chirurgies cardiaques et dans d'autres grosses chirurgies, mais elle n'était pas du tout courante en milieu de réanimation. Donc voilà le basculement et la révélation ce 26 août 1952, en pleine épidémie d'Ibsen, et à partir de ce moment-là, on le croit, et on se met à ventiler en pression positive les patients. L'intubation n'était pas du tout courante.
on n'intubait pas. On savait faire des trachéotomies, on avait appris depuis longtemps à faire des trachéotomies. Armand Trousseau avait réalisé 200 trachéotomies pour diphtérie chez l'enfant en 1850. Armand Trousseau qui a fait le diagnostic de sa mort. Un jour, il a une phlébite et dit « ça y est, je suis foutu ». Et il savait qu'il avait un cancer gastrique qu'il avait lui-même diagnostiqué. Alors, on savait faire des trachéotomies, parce que la trachéotomie est, je vais dire, pratiquement vieille comme le monde. Hein, mais on ne savait pas intuber. Alors, il y avait des gens qui avaient proposé des sondes d'intubation. Vous voyez, 1845, l'intubation par la canule de 2 pôles, avec un petit truc très simple qui était, pour ne pas intuber trop sélectivement, une petite collerette qui évitait de descendre trop loin dans la trachée. D'ailleurs, notre grand Avicenne avait déjà, dans ses propos, parlé des premières intubations pour soigner les patients. Et vous voyez une autre sonde d'intubation en argent sur la gauche. Mais on ne ventilait pas. On ne ventilait pas. D'ailleurs, la ventilation positive était considérée comme néfaste. On parlait déjà de traumatisme pulmonaire par la ventilation. Vous voyez ici l'un des premiers ventilateurs, le soufflet apodopnique, qui rétablit la respiration, sur lequel on pouvait brancher un sac, et déjà pour mettre de l'oxygène, et déjà avec ici un mélange gazeux qui était réglé par cette vis. Et d'ailleurs, dans les mêmes années, le docteur Leroy, qui avait inventé le premier respirateur limitant le volotraumatisme et le barotraumatisme, avait été sévèrement condamné par l'Académie des sciences, qui avait dit que cet appareil était dangereux. Vous voyez ici que le barotraumatisme était limité par une petite valve qui était ici, avec une graduation ici, et le volotraumatisme était limité très simplement par cette règle qui permettait de remplir plus ou moins le soufflet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre fameuse année 1952 à partir du 26 août? Eh bien, Lassen, le patron de Ipsen, trouve l'idée géniale. Il sonne le branle-bas de combat, rappelle 250 étudiants et 280 infirmières pour ventiler à la main les patients, et la mortalité chute en quelques jours de 87% à 25%. Évidemment, un étudiant en médecine se lasse de ventiler à la main pendant des heures. Et cette lassitude lui donne plein de nouvelles idées. Et l'idée est de mettre le soufflet sur un vélo. Ainsi, l'étudiant en médecine pédale et le soufflet fait comme ça. Et c'est ainsi que ça s'est passé à l'hôpital de Bedgham. Évidemment, le patron se lasse de voir ses étudiants en médecine se lasser. Et il fait appel aux ingénieurs qui l'entourent, et notamment aux Norvégiens, à un gars extraordinaire qui s'appelle Ångström, qui va créer le premier ventilateur mécanique. Ventilateur que j'ai connu moi durant mon internat, quand j'étais chez M. Goulon. On ventilait les patients avec ce type de ventilateur, les Ångström, qui faisaient un potin pas possible. On savait que ça faisait
Et voilà, c'était la Volvo des ventilateurs. Avec un spiromètre ici, et le tour de l'externe consistait à très régulièrement mesurer la spirométrie pour voir si le malade s'encombrait, ne s'encombrait pas, ou était toujours branché sur son respirateur via sa trachéotomie. Alors qu'est-ce qui se passe en France dans ces années-là? Eh bien, il faut passer à l'hôpital Claude Bernard. D'abord, en règle générale, on est dans l'internat des hôpitaux de Paris. En 1952-53, l'internat des hôpitaux de Paris est encore très carabin. Il publie une communication dans les journaux à grande diffusion de l'époque, style Closer, etc., sur greffe chez un artéritique d'une jambe venant d'un cadavre. Et alors évidemment, la presse entière est médusée, mais ce n'est qu'un canular. Et le ministre de la Santé veut virer tous les internes des hôpitaux de Paris. Et pour une fois, le directeur de l'assistance publique prend la défense des internes, et c'est ainsi que l'internat des hôpitaux de Paris a pu survivre. Il y a dans cet hôpital Claude Bernard et à l'Institut Pasteur un certain nombre de têtes pensantes qui disent « l'épidémie est en train de descendre vers la France, il faut nous tenir prêts ». On est alors dans les 30 glorieuses, le fric, il y en a, et le directeur de l'Institut Pasteur, qui travaille sur les poliomyélites, dit aux collègues de Claude Bernard « trouvez-moi une solution ». Et les collègues de Claude Bernard, Jean-Jacques Possidalo, Maurice Carra, Mollaret, se mettent à travailler. Alors, Possidalo est à ce moment-là le patron du service de maladies infectieuses de Claude Bernard. Maurice Carra crée la première non, c'est Mollaret qui est patron, excusez-moi. Mollaret est le patron, d'ailleurs ça se voit, il a un nœud papillon. Mollaret est patron de Claude Bernard, et Possidalo va travailler sur les gaz du sang. Vous allez entendre parler de Possidalo tout à l'heure. Et Maurice Carra, lui, crée la première unité de transport de malades, l'ancêtre du SAMU, si vous voulez. Et ces larrons-là créent une unité de réanimation des poliomyélites en faisant venir plein de respirateurs Angström de Norvège. « 1957, je m'en souviens bien puisque c'était mon premier vaccin. On passe à, vous voyez, le vaccin triomphe de l'épidémie de bronchiolite. Et vous voyez la satisfaction de cette nurse. Et c'est ainsi que l'épidémie de bronchiolite va s'arrêter. Et c'est ainsi que la France a pu faire face à l'épidémie de poliomyélite avec une mortalité quasi nulle. Alors la naissance, eh bien, je vais laisser Gilbert Ruyaud parler et je vais aller prendre mon petit papier écrit par Gilbert Ruyaud qui va vous raconter comment il a créé la réanimation pédiatrique. La réanimation pédiatrique est née de façon totalement accidentelle.
elle a été créée dans le courant de la réanimation adulte. Durant mon internat, j'avais été formé à la réanimation pédiatrique et à la pédiatrie, pardon, et à la réanimation adulte. Je prenais des gardes en pédiatrie et je prenais des gardes avec CARA, dans l'unité de transport médicalisé. Je passais également une année dans la première réanimation adulte qui avait été créée dans les débuts des années 50 par Mollaret à l'hôpital Claude Bernard de Paris. C'est au cours de cette année, alors que je n'étais qu'un jeune interne, que j'osais transférer un malade adulte tuberculeux très sévère dans une autre unité que l'unité de Mollaret. Évidemment, l'agrégé qui était en charge de ce malade n'était pas du tout content le lendemain. Et c'est ainsi que je voyais ma carrière de réanimateur s'évanouir, puisque Mollaret dirigeait la seule unité de réanimation française, adulte. Alors Jean-Jacques Possidalo eut cette phrase, en me disant « Il n'est jamais très malin de dire à un mari qu'il est cocu. Pourquoi n'appliquerais-tu pas ce que tu as appris en réanimation adulte à l'enfant, puisque tu es pédiatre ?» C'est ainsi que je partais faire 6 mois d'internat dans le service de Stéphane Thieffry à Necker Enfants Malades, service qui accueillait et les poliomyélites et les tétanos. Durant cette période de 6 mois, alors que je n'étais qu'interne, je fus très choqué que l'on ait à refuser systématiquement des nouveau-nés en détresse. Et à propos de transformation silencieuse, voilà ce qu'il se passe le jour de la prise de la Bastille en 1963. Ce 14 juillet 1963, j'acceptais un nouveau-né venant de province qui présentait un tétanos néonatal. Un peu anxieux, je téléphonais à Possidalo. Et celui-ci me dit de lire un article récemment publié par les collègues d'Afrique du Sud qui avait traité des tétanos néonataux par curathérisation et ventilation mécanique. Ce qui fut fait et appliqué. Et c'est ainsi que l'enfant fut guéri après 3 semaines de ventilation mécanique. J'avais alors utilisé un respirateur très original qu'on appelle le RPR. Alors c'est un jeu de mots RPR, c'est le respirateur à pause réglable, théoriquement, mais c'est aussi le respirateur conçu par Rosenstiel et commercialisé par Pesti. Rosenstiel étant ingénieur sous-marinier qui faisait des scaphandriers et qui avait eu l'idée de faire ce respirateur. On est face à un respirateur, à une maladie qui est le tétanos, et vous voyez que le tétanos, à cette époque-là, avait une courbe à peu près identique à celle de la poliomyélite. Hein, vous voyez, alors bon, ici il y a les années de guerre, évidemment, donc le tétanos explose, mais vous voyez qu'on est toujours dans des fortes proportions de tétanos dans ces années-là, en 1950. Et en travaillant là-dessus, je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer cette photo-ci chez l'adulte. Cet étrange bacille qui est le Clostridium perfringens avec sa spore, pleine de toxines, et le rire sardonique d'un patient atteint de tétanos. Et je me suis dit, tiens, d'où vient le mot sardonique? Et ça vient de Sardaigne. Le rire étant provoqué, croyait-on, par la sardonia, renoncule de Sardaigne. Le rire sardonique, c'est-à-dire le rire moqueur. Alors voici ce fameux RPR, Rosenstiel et Pesti. C'est un respirateur tout à fait extraordinaire. Il ne fonctionne sans électricité.
Uniquement une bouteille d'oxygène suffit à le faire fonctionner. Vous vous rendez compte que pour le transport, c'est extraordinaire. Et ce respirateur a été, je ne vais pas dire la Volvo des respirateurs, mais la Renault des respirateurs. On l'a utilisé pendant une vingtaine d'années. Et quand j'ai commencé chez Gilbert Huot en 1974, tous les malades avaient ce type de respirateur que l'on a abandonné, figurez-vous, en 82 quand on est allé s'installer à Bicêtre. Donc vous voyez, l'utilisation de ces respirateurs était assez extraordinaire. À la fin de mon semestre en neuropédiatrie, je critiquais sévèrement et ouvertement l'organisation du service devant son chef de service. Vous voyez, c'est à l'époque où les internes... Puis il y a la personnalité de Huot derrière, sur laquelle on reviendra. Il va voir Thieffry et il lui dit que son service fonctionne mal, que les médecins ne sont pas présents, etc., etc. Et donc là, définitivement, il dit « ma carrière était condamnée. Même en pédiatrie, je ne pourrais pas faire carrière. » Quand quelques mois plus tard, Thieffry l'appelle et lui dit, et c'est là on voit la présence de Thieffry, qui dit je transfère mon service de Necker enfants malades à Saint-Vincent-de-Paul, où je vais ouvrir une unité pour les poliomyélites et les tétanos. Vous m'avez sévèrement critiqué quand j'étais aux enfants malades. Eh bien, on va rigoler. Je vous donne la responsabilité de cette unité et on va voir ce que vous êtes capable de faire. Ce fut un véritable défi, étant donné qu'à Saint-Vincent-de-Paul, nous ne disposions que d'un minimum de techniques modernes. Mais je relevais le challenge. Je vivais à l'hôpital. Et quand il dit « je vivais à l'hôpital », c'est vrai. C'est-à-dire qu'il avait un sac de couchage à l'hôpital. Et je lisais autant que je pouvais. Avec l'aide de l'équipe Cara, en un seul jour, 18 enfants ventilés furent transférés de Necker enfants malades à Saint-Vincent-de-Paul. L'unité ouvrait ainsi sous le regard sceptique de beaucoup. Au début, l'équipement était très rudimentaire. Par la suite, nous avons développé de nouvelles techniques, comme par exemple la mesure des gaz du sang ou l'utilisation des premiers cardiomoniteurs en France. Dans cette unité, nous avons réalisé la première dialyse péritonéale, conçu les premiers kits de drainage thoracique, pratiqué la première nutrition parentérale et réalisé les premières défibrillations chez l'enfant. Passons, haute transformation, révélation, après une transformation silencieuse, en ce 8 mai 1965. Jean-Paul Binet vient d'opérer un double arc aortique que vous voyez là. L'enfant a fait 2 arrêts cardiaques sur table. Il le confie à Gilbert Huot en disant « il est foutu ». 3 jours plus tard, Binet passe chez Huot et voit l'enfant jouer dans son lit. Et Binet est absolument stupéfait, alors qu'il croyait, un peu comme l'histoire de Ibsen tout à l'heure, avec cette fille de 12 ans, que l'enfant serait mort. Il voit que finalement, la réanimation post-opératoire des cardiopathies ou des vasculopathies était possible, et il est sidéré. Et commence une longue connivence entre les chirurgiens cardiaques, dont Jean-Paul Binet et puis ceux de l'ANEC, avec Gilbert Huot, qui acceptera les circulations à cœur ouvert, les CEC, qui arrivaient à Saint-Vincent-de-Paul tous les mardis soirs, et on était promu réanimateur quand on avait le droit de prendre la garde le mardi, c'est-à-dire d'accepter un retour de CEC.
C'est étonnant, la vie est étonnante, vous le savez. Mais quand Gilbert Huyot est mort, j'ai reçu une lettre via Madame Huyot d'un dénommé Henri Didot qui me dit « Voilà, je suis le petit garçon opéré le 8 mai 1965 au CCML et qui a fait, par Binet, et qui a fait 2 arrêts cardiaques. » Alors, il met son numéro de téléphone portable, évidemment, je l'appelle immédiatement et je tombe sur un type extrêmement sympa. Si vous venez le 10 mars prochain, vous le verrez. Et cet Henri Didot est maintenant un fameux chef d'orchestre. Alors que Binet disait « il est foutu », il avait été trachéotomisé. Et maintenant, c'est donc un fameux chef d'orchestre qui est en train de travailler sur la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach qui devrait être donné en 2015, mais ça fait 2 ans qu'il travaille dessus. Et Henri Didot m'envoie un CD, enfin un DVD, où Huyot, Binet et Henri Didot, alors qu'il avait 3 ans, passent à la marche de l'histoire, émission célèbre à l'époque de 1963 par Igor Barrère et Étienne Laloux, dont vous verrez des extraits le 10 mars. Et on voit Henri Didot dans son berceau à barreaux, faisant la gueule. Et il y a 2 jours, je déjeunais avec lui et il me dit « Tu sais pourquoi je faisais la gueule sur ce lit ?» Alors je lui dis « Non. » Il me dit « Écoute, les caméramans sont arrivés avec le producteur et moi, j'étais fasciné par les petites voitures et j'étais dans mon lit en train de faire avec les petites voitures. Et le caméraman a dit « Ça passera pas à la télé. Alors vous lui supprimez les petites voitures, vous lui donnez des crayons. » Et on voit Henri Didot qui est dans son lit avec les crayons comme ça et qui manifestement fait la gueule parce qu'il n'avait pas du tout envie de faire des dessins et il avait envie de jouer avec ces petites voitures. Voilà l'histoire de Henri Didot, type que vous verrez, chef d'orchestre que vous verrez le 10 mars si vous venez. Évidemment, Huyot n'a pas fait ça tout seul. Évidemment, vous voyez Gilbert Huyot, mais il a fait ça avec, on les appelait les 4 mousquetaires à l'époque. Vous voyez ici notre Cachaner national avec son enthousiasme bien connu, et puis il y avait Joly et Saint-Martin, et tous les 4, ils avaient construit cette réanimation dans laquelle je suis arrivé, moi, en 1974. Alors, voilà la naissance de la réanimation. On va voir rapidement sa croissance, et puis je vous dirai 2 mots sur Gilbert Huyot. Donc la croissance après la naissance, eh bien, ce fut à Saint-Vincent-de-Paul, et ce fut une véritable école qui se fondait. Alors, cette image est un peu plus vieille que 1974, hein, puisque vous voyez ici un cheval qui n'a pas lieu d'être là. Mais c'était l'hospice des enfants trouvés initialement, puis des enfants assistés. Hospice assez terrible qui s'appelait Saint-Vincent-de-Paul parce qu'à l'intérieur il y avait le tourniquet de Saint-Vincent-de-Paul. Le tourniquet de Saint-Vincent-de-Paul était un truc grand comme ça, dans lequel les femmes qui voulaient ne pas élever leur enfant déposaient leur nouveau-né, tournaient la porte, le nouveau-né se retrouvait à l'intérieur de l'hôpital et était pris en charge par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Donc l'école de Saint-Vincent-de-Paul a été importante. Gilbert Huyot en a fait un bouquin que vous connaissez tous, et si vous avez commencé à vieillir dans la profession, vous l'avez souvent eu en poche lors de vos gardes
voilà. Et ceci, cette école qui a essaimé, fait des petits, eh bien, a contribué, a été l'un des facteurs, il y en a eu beaucoup plus, hein, qui ont permis de faire chuter la mortalité infantile. Vous voyez, bon, évidemment, elle ne touche pas le zéro, mais vous voyez d'où on part, hein, d'une mortalité de 300 pour 1000 à une mortalité actuellement de 4, environ de 4 pour 1000, que vous voyez également sur ce schéma. Depuis 1950, bon, cette diminution a été régulière et la réanimation a été l'un des éléments de cette chute, en parallèle avec beaucoup de progrès dans la pédiatrie, l'obstétrique, etc. Et je reprends la parole à la place de Gilbert Huot. En quelques années, le service a servi de véritable centre d'enseignement pour les médecins et infirmières intéressés par cette nouvelle spécialité pédiatrique. Très rapidement, la ruche essaima. Michel Cloux ouvrit une nouvelle unité aux enfants malades. Jean Laugier ouvrit une unité à Tours en 1968. François Beaufils créa une autre unité à Paris à l'hôpital Bretonneau. Michel Dehan ouvrit une réanimation néonatale dans le nouvel hôpital de Clamart en 1971. Actuellement, GFRUP, environ 50 unités de réanimation néonatale et 35 unités de réanimation pédiatrique sont implantées en France, incluant les territoires d'outre-mer. Et Gilbert Huot de conclure son article, c'est une belle fin pour une histoire qui débuta de façon accidentelle. Deuxième partie très brève de cette présentation, H comme Huot. Huot était un homme, dans le sens où il n'est pas du tout issu d'une famille de médecins. Il est issu d'une famille d'éleveurs normandes de poulets, mais avec un père totalement intransigeant et conduisant son exploitation avec une main de fer. Déjà des idées bien à gauche. Dans ce petit village règne un châtelain, vous savez, qui possède la plus grosse maison. Et il se trouve que le fils du châtelain est l'instituteur du village. Et le père de Gilbert Huot dit « Tu ne te feras pas élever par le fils du châtelain. Tu resteras à la maison et quelqu'un viendra t'apprendre tous les jours à lire et à écrire. » Et jusqu'à 12 ans, Huot n'est pas allé à l'école. Il est allé à l'école à partir de l'âge de 12 ans, où il fut repéré à ce moment-là par l'instituteur, qui lui procura des bourses pour qu'il puisse intégrer l'école publique et puis le lycée Louis-le-Grand. Et il lui fallait des bourses pour continuer ses études pour aller dans ses études de médecine. Il lui fallait de l'argent pour pouvoir survivre pendant ses études de médecine, et c'est pour ça qu'il allait chez Cara. C'est pour aller gagner des sous pour payer ses études et sa nourriture. Huot n'est pas premier concours de l'internat. Huot, c'est 4 concours avant de réussir à l'internat. Donc ça veut dire 4 années de sous-colle. Et ça veut dire 4 années de sous-colle avec qui? Avec Marie-Claude Huot, qu'il a épousée une fois qu'il a été nommé internat. Voilà. Alors, c'est un homme qui glorifie le travail. Je vous ai raconté l'anecdote tout à l'heure. Métro, Huot, dodo. C'était assez terrible parce qu'il montrait l'exemple
Et il arrivait le premier dans le service. Il connaissait tous les malades, bien sûr. Et il arrivait le premier dans le service. Et à Saint-Vincent-de-Paul, il y avait un anesthésiste qui s'appelait Georges Gory, qui était venu un jour. Et les anesthésistes ont l'habitude de commencer tôt. Ils voient arriver Huot à 7 h pour faire une pré-visite avant la grande visite de 8 h 30. Et donc Gory est arrivé à 7 h moins le quart. Huot, voyant Gory arriver à 7 h moins le quart, le lendemain arrivait à 6 h 30. Et ainsi de suite, une course s'est faite comme ça pour arriver le plus tôt. Voilà l'ambiance du service. C'était un type qui montrait l'exemple. Voilà. Il montrait l'exemple et il entraînait par l'exemple qu'il montrait qu'il fallait faire comme ça et on était obligé. Et on était fiers d'ailleurs. Il avait une sorte de côté, on était un peu fascinés par lui, une sorte de paternalisme, si j'ose dire, qui fait qu'on avait envie de lui ressembler. Et ça nous coûtait nos vies familiales, bien sûr. Moi, au bout de 10 ans, ma femme m'a dit « c'est Huot ou c'est moi ». Le choix a été fait. Mais on était en permanence à l'hôpital. Et quand de temps en temps, on disait... il disait « mais mon vieux, noblesse oblige ». Voilà, noblesse oblige. La réanimation, c'est ça. Noblesse oblige. H comme Huot, donc abnégation, vie à l'hôpital, etc. Bon, c'est plus tard que j'ai compris qu'il avait également une vie familiale, mais et sa petite fille lui a dit tu avais l'art d'être là sans être là. Voilà. H comme humble. Huot était un type humble. Dans les années 95, quelque chose comme ça, le directeur de l'hôpital m'appelle en disant ben voilà, vous pouvez me faire sa biographie parce que on va lui proposer la Légion d'honneur. Alors il fait sa biographie, je lui ai envoyé, et puis au directeur de l'hôpital, et puis il m'a dit mais vous rigolez, non, mais pas être à côté de Johnny Hallyday et les autres, moi c'est pas de Légion d'honneur, c'est tous des vendus. On lui propose le prix de la Fédération mondiale de réanimation pédiatrique à Montréal, dans les années 2000. Il lui dit, mais moi je ne veux pas de ce prix-là. La Société française de pédiatrie lui propose le prix Pierre Royer, qui couronne la carrière d'un grand homme. Et Huot avait commencé son discours en disant, dans la salle, il y a des gens qui méritent ce prix beaucoup plus que moi. Et quand, très fier, moi également venant d'un milieu modeste, je suis nommé prof, j'arrive assez content dans le service, et Huot m'attrape par la main, en me disant, par le bras, en me disant « Hey, c'est grâce aux autres que tu as été nommé, c'est pas grâce à toi. Ah » Pourquoi une telle claque qui me dit « Pendant que tu étais au labo, qui c'est qui prenait tes gardes ?» Voilà. On est formé par les autres, on est pétri par les autres, et à chaque fois que l'ego essayait de montrer, de pointer son bout du nez, ben, Huot nous donnait une claque. Voilà. Et on pourrait avoir la tentation, nous réanimateurs, de dire il vit grâce à moi. Oh là. Les infirmières, tout le machin qu'il y a autour, le relais par le collègue qui va suivre avec la garde suivante, etc. T'es vraiment qu'un maillon de la chaîne. Et humble, ça veut dire aussi que l'un des témoignages les plus touchants qu'il y aura le 10 mars sera le témoignage des aides-soignantes. Il disait, l'aide-soignante a parfois plus d'importance que le médecin. Parce que quand elle balaye par terre et qu'elle passe la javel, eh bien ça prévient les infections nosocomiales. Voilà. Donc H comme humble. H comme homme, comme humble et comme humain.
voilà un homme qui aimait les autres. Il aimait autrui. Et ça se sentait, il disait, je suis un citoyen du monde. Voilà. Humain, ça voulait dire que, par exemple, à Bicêtre, une petite fille était là, chez les chroniques, comme on disait, avec une paralysie, une petite africaine, et en désespoir de cause, les parents avaient fait appel à un marabout, et le marabout voulait égorger un poulet au-dessus du berceau de la petite fille, et Huot a dit, mais c'est évident, vous pouvez le faire. Et le marabout était venu avec son poulet, il avait égorgé, aspergé de sang la gamine qui, malheureusement, n'a pas bénéficié de ce traitement. Donc, quelqu'un de fondamentalement humain qui disait que l'énergie et le temps ne pouvaient être comptés face à un enfant ou des parents en détresse. C'est lui qui allait au-devant des autres. Comment je peux vous aider? Voilà. Et c'était pas artificiel. Et puis H comme homme humble, humain et humaniste. C'est quelqu'un qui refusait la souffrance et la mort de l'enfant. C'est quelqu'un d'engagé, humaniste, engagé à 80 ans. Il s'engage dans la lutte pour le planning familial et l'avortement de notre commune, le Kremlin-Bicêtre, envoyé par le Parlement. Voilà. Alors, voilà. Huot nous a laissé un héritage fantastique, tout le monde en est bien conscient. C'est une lumière qui brille en chacun de nous sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'il faut lui rendre hommage le 10 mars, et on lui rendra hommage le 10 mars à Bicêtre. Tout le monde est évidemment convié à cette manifestation. Je terminerai sur une petite anecdote. Jusqu'à 81 ans, jusqu'au début de l'année dernière, il travaillait tous les jours, à la bibliothèque de l'hôpital, où il avait sa place qui lui était réservée. J'ai compris pourquoi sa place était réservée, parce que c'était la seule place de la bibliothèque à côté de laquelle il y avait une prise sur laquelle il pouvait brancher son Mac. Eh bien, quand il est décédé, et peut-être qu'il faut que je vous raconte son décès, parce qu'il est chargé, il a un enseignement également. Huot est décédé d'une leucémie qu'il a emportée en quelques mois. Et je me demande s'il n'y a pas une relation entre cette leucémie qui s'est déclarée tard le soir de sa vie, avec le nombre de radios qu'il a réalisées dans sa vie sans être protégé. En disant « Oh, ma vie génitale est finie maintenant. Voilà. » Et il tenait les enfants pendant que la manip radio faisait la radio. Et who knows? Mais je vous le dis parce que, voilà, c'est pas de la blague de se protéger contre les rayons. Et donc, je vais, quand il est décédé, à la bibliothèque voir les bibliothécaires en disant bah, il ne viendra plus vous voir. Et je vais, comme ça, à la place où il était, et il y avait un jeune qui était là, qui travaillait sur un Macintosh. Et je lui dis, tu sais sur quelle place tu es? Il me dit, oui, monsieur De Victor. C'est une place très symbolique. Il me dit, oui, monsieur De Victor. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? De la réanimation pédiatrique. Et donc, voilà, la lumière reste allumée et je pense que c'est important. Voilà. Monsieur, je vous remercie.